Es un gran placer poder presentar al profesor Serge Lemoine, que lleva trabajando junto con nosotros bastantes años ya, es un gran amigo de esta casa y hemos conseguido hacer cosas muy interesantes entre los dos museos, tanto en París con la gran exposición de Manet Velázquez, que fue una exposición que ideó él junto con el Metropolitan Museum de Nueva York, y nosotros, pues gracias a su generosidad, pudimos hacer hace 3 años, casi 4, la exposición sobre Manet en el Prado. Naturalmente los fondos Manet del Museo d'Orsay son absolutamente fundamental para cualquier proyecto sobre este artista. Monsieur Lemoine ha sido profesor de la Universidad de la Sorbonne y desde el 86 es director del Museo de Grenoble, para después pasar a dirigir el Museo d'Orsay, que para tantos de nosotros es un museo de una importancia absolutamente extraordinaria por su concepto, además de por sus colecciones. Se ha dedicado también a organizar una serie de exposiciones muy innovativas y poniendo un especial interés en el arte mitteleuropeo, que quizás se conoce un poquito menos en Francia que otros artes. Y señalo 2 exposiciones muy importantes, la de Viena 1900, que se celebró en el Gran Palais, organizado por él, y también pues, estamos a la vista de una exposición sobre Ferdinand Hodler, el pintor suizo, que también está comisariando y que podremos ver dentro de muy poco también en París. Monsieur Lemoine nos va a hablar del redescubrimiento del siglo XIX a través de las colecciones del Museo d'Orsay. Va a hablar en francés, entonces repito lo que dije esta mañana. Si por favor cuando escuchan en los auriculares que bajen el nivel para que sea cómodo escuchar, pero que no se oiga demasiado más allá de sus orejas para los que quieren escuchar en francés. Muchas gracias. Très bien, mesdames, messieurs, chers amis, je suis bien sûr très très heureux de me trouver ce soir au musée du Prado dans le cadre des cérémonies d'inauguration qui donc ont lieu en ce moment encore à l'occasion de cette extraordinaire création, n'est-ce pas, de l'architecte Raphaël Moneo pour agrandir, élargir le Prado. Et naturellement, c'est pour moi une très, très grande joie de me trouver ce soir dans le cadre de cette invitation qui est faite par les amis du Prado et l'Universidad Complutense de Madrid pour vous présenter en rapport direct avec évidemment cet événement qui vous concerne tous et qui remporte un extraordinaire succès ici, la collection et l'art du XIXe siècle tel qu'il est présenté au musée d'Orsay. Alors le musée d'Orsay pour tout le monde, c'est évidemment, et naturellement j'ai fait exprès de le qualifier de cette façon-là, de le représenter de cette façon-là, c'est l'Olympia de Manet. C'est vraiment, je crois, l'un des symboles, l'une des images de l'art de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et c'est d'autant plus une occasion de le montrer ce soir que, comme vous le savez, cette peinture a été très très influencée par l'art espagnol. Donc le musée d'Orsay, c'est effectivement un endroit, une institution, un musée où l'on montre l'art qui a été fait en Occident de 1850 à 1914 environ. Mais le musée d'Orsay, vous le savez également parce que je pense que vous l'avez tous visité, c'est également en fait un bâtiment. Ce bâtiment, il est vraiment tout à fait original et depuis qu'il existe en tant que musée, il est considéré véritablement comme un modèle
un modèle de reconversion, puisque, vous le savez tous, le musée d'Orsay, auparavant, c'était une gare. C'est la gare d'Orsay, gare qui a été construite en 1900 par un architecte français qui s'appelle Victor Laloux, et qui a fonctionné pendant une quarantaine d'années avant d'être désaffecté, avant que le service ne soit arrêté. Et à la fin des années 70, on a décidé d'abord de conserver le bâtiment qui devait être en fait détruit. On l'a classé monument historique et on a pris la décision de transformer cette gare en musée. Ce qui évidemment est un paradoxe, n'est-ce pas, dans la mesure où une gare, c'est un bâtiment obligatoirement qui doit être ouvert, et j'allais dire ouvert à tous les vents, qui ne doit pas avoir de porte, et en plus dans lequel on doit faire entrer des trains et des milliers de passagers, n'est-ce pas, d'usagers du chemin de fer. Et un musée, comme vous le savez tous, n'est-ce pas, c'est un endroit au contraire qui doit être fermé. Une gare, c'est ouvert à tous les vents. Un musée, surtout aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est avec un climat permanent, n'est-ce pas, qui est climatisé, qui bénéficie de l'air conditionné. Donc évidemment, vous voyez toutes les difficultés que les inventeurs du musée d'Orsay, n'est-ce pas, et les architectes et les techniciens ont eu à résoudre quand on a décidé d'y installer donc cette collection. Et le musée d'Orsay, donc, c'est un musée qui va, en quelque sorte, du milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire, en fait, par exemple, ici, de Jean-François Millet, dont je vous montre un tableau qui date de 1848, le Vanneur, à Derain, c'est-à-dire, en fait, aux œuvres qui ont été faites au tout début du XXe siècle, à l'époque du fauvisme, et à un moment où la peinture de l'avant-garde de cette époque était encore très très marquée, si vous voulez, par l'art du XIXe siècle, Derain, à ce moment-là, s'inspirant notamment très directement de Monet. Monet, justement, en fait, j'ai commencé à montrer le musée d'Orsay en disant que c'était qu'il pouvait être qualifié par Manet, mais aussi il peut être tout à fait représenté d'une façon très, très symbolique, très exemplaire par Monet, n'est-ce pas ? Je vous montre ici un tableau de Monet qui date de 1870, très très célèbre, l'Hôtel des Roches Noires. Et c'est un tableau donc, qui est, je crois, tout à fait caractéristique de ce qu'on appelle l'impressionnisme. Le musée d'Orsay, c'est le musée de l'impressionnisme. C'est le musée d'impressionnisme, mais en même temps, si vous voulez, c'est un musée qui porte sur, comme je viens de vous le dire, n'est-ce pas, en vous montrant de Millet à Derain, qui porte sur la deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle, et qui a été pensé comme un musée universel, mais en même temps limité à l'art occidental. C'est-à-dire qu'au musée d'Orsay, on n'y trouve pas, par exemple, des représentations de la création artistique d'Asie, d'Océanie, ou de l'Amérique primitive, évidemment. C'est un musée qui est vraiment spécialisé sur une période et sur une ère culturelle, si vous voulez, qui est celle de l'art occidental. Ces collections ont été constituées à partir des œuvres qui étaient conservées auparavant au musée du Louvre et qui étaient notamment présentées au musée du Jeu de Paume, que certains ont peut-être connu. Ce tableau était présenté, n'est-ce pas, dans le pavillon qui se trouve dans les Tuileries, n'est-ce pas, qui dépendait du musée du Louvre. Et puis d'autres œuvres provenant du musée du Luxembourg, provenant du musée national d'art moderne, provenant encore des collections nationales qu'on appelle le Fonds national d'art contemporain. Et la réunion, n'est-ce pas, de l'ensemble de ces collections centrées autour de cette période que je viens de rappeler, fait que le musée d'Orsay est le seul musée au monde qui soit uniquement dédié à cette période. C'est un musée qui porte sur une période très très courte, sur environ 70 années, donc même pas un siècle, un quart de siècle, pardon, une moitié de siècle et presque un quart de siècle,
Et il se concentre, si vous voulez, exclusivement sur cette période. C'est-à-dire qu'on ne montre pas au musée d'Orsay d'œuvres datant de 1800, on ne montre pas non plus au musée d'Orsay d'œuvres datant de 1940, par exemple. Si on compare le musée d'Orsay avec d'autres musées, et c'est le but aussi de l'ensemble de ces conférences qui sont données ce soir, n'est-ce pas, qui sont données dans le cadre de ce programme, par exemple, à Londres, à la Tate Gallery, n'est-ce pas, eh bien, on commence à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, et puis l'ensemble de la collection porte va jusqu'au XXe siècle. À New York, le Metropolitan, dont vous a parlé tout à l'heure Gary Tintero, n'est-ce pas, c'est un musée qui porte sur toutes les périodes et sur toutes les cultures, d'ailleurs. C'est un musée universel, comme l'est le musée du Louvre. Le Museum of Modern Art de New York commence à la fin du XIXe siècle, porte sur tout le XXe siècle, n'est-ce pas, mais il a donc une amplitude, en quelque sorte, plus large que le musée d'Orsay. Quand, par exemple, au musée musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas, c'est aussi un musée universel, si vous voulez, qui porte sur toutes les périodes et sur de nombreux aspects, si vous voulez, de la création artistique. Je crois que le seul musée qui pourrait éventuellement être comparé dans son contenu, si vous voulez, et dans ses choses, avec le musée d'Orsay, c'est plutôt l'ancienne National Gallery de Berlin, n'est-ce pas, la Alte Nationalgalerie, qui se trouve sur l'île des musées, n'est-ce pas, derrière le nouveau musée de Berlin, à côté du musée de Pergame, du musée d'art antique de Berlin, qui, effectivement, lui, est vraiment dédié à l'art du XIXe siècle en général. Donc le musée d'Orsay a été inauguré en 1986. Il a aujourd'hui 21 ans d'existence. Comme vous le savez, il a beaucoup de succès, n'est-ce pas ? Il a reçu beaucoup de visiteurs, plus de 53 millions de visiteurs, n'est-ce pas, en 21 ans. Hein, c'est vraiment quelque chose de tout à fait considérable. Et à partir donc des collections qui ont été rassemblées, si vous voulez, au moment de sa création, eh bien, il a depuis, naturellement, poursuivi une politique très active d'acquisition, d'enrichissement, reçu, bien sûr, des donations, a accompli un travail scientifique, je crois, vraiment très important dans le domaine des expositions, dans le domaine des publications, en faisant des grandes ou des petites expositions dossiers sur des sujets très pointus, a développé aussi tout un programme éducatif et culturel qui font que, comme le titre de la conférence, n'est-ce pas, l'a indiqué, n'est-ce pas, on a vraiment redécouvert, je crois, l'art de la deuxième moitié du XIXe siècle, grâce notamment, n'est-ce pas, à l'action du musée d'Orsay, entreprise depuis 1986. Je crois que vraiment la présentation, si vous voulez, de toutes ces collections a changé la vision, l'opinion, la sensibilité que l'on pouvait avoir à l'égard du XIXe siècle. Je rappellerai que jusque dans les années 1970, n'est-ce pas, le XIXe siècle était considéré, n'est-ce pas, à part l'impressionnisme, comme un siècle décadent, n'ayant fait que des productions extrêmement médiocres, et que cette opinion était qui prévalait en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, était largement répandue dans le monde. Donc, ce qui est important, si vous voulez, c'est que grâce à la présentation, si vous voulez, au musée d'Orsay de l'impressionnisme, nous allons y revenir, et de l'art français, n'est-ce pas, eh bien, on a pu justement montrer que cette partie de l'histoire, n'est-ce pas, ce moment de l'histoire, ces 70 ans tellement importants en réalité, et donc qui ont précédé finalement le XXe siècle, eh bien, sont d'une extraordinaire diversité, n'est-ce pas, et d'une très grande richesse. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer justement à travers les collections du musée d'Orsay. Parce que le musée d'Orsay, donc, ce n'est pas seulement la peinture française, c'est aussi, par exemple, la peinture belge. Vous en avez un exemple ici avec un tableau de James Ensor qui date de 1882. C'est bien entendu aussi la peinture espagnole. Je vous montre ici un magnifique tableau, je crois,
de Joachim Sorolla, tableau que nous avions d'ailleurs prêté lors de l'exposition Sorolla-Sargent qui avait été organisée l'année dernière, n'est-ce pas, par la Fondation Thyssen, ici même à Madrid. Le musée d'Orsay, c'est le musée qui présente également de l'art allemand. En voici un exemple avec, à gauche, un tableau de Max Liebermann qui présente de l'art américain et par exemple l'un des grands chefs-d'œuvre, n'est-ce pas, d'un des plus importants peintres américains de l'époque qui s'appelle Winslow Homer est conservé au musée d'Orsay. Vous l'avez ici sous les yeux. Ce tableau s'appelle Nuit d'été. C'est une peinture absolument magnifique de 1890. Le musée d'Orsay, c'est également l'art hollandais, par exemple ici évoqué avec à gauche un tableau de Breitner, mais c'est aussi l'art viennois, l'art autrichien, si vous voulez, avec ici un tableau de Klimt de 1905 qui se trouve à droite. C'est un musée où on trouve, par exemple, des artistes scandinaves, notamment quelqu'un comme Hammershøi. Donc vous avez ici un tableau qui date de 1905. On y trouve de la peinture d'Europe centrale, de la peinture suisse. Et vous le voyez ici avec ce tableau de Ferdinand Hodler, qui est entré d'ailleurs récemment dans les collections du musée d'Orsay pour compléter plusieurs peintures de cet artiste qui étaient déjà présentées. Et comme l'a rappelé à l'instant Gabriele Finaldi dans la présentation qu'il a bien voulu faire de moi, eh bien, il y a en ce moment une exposition Ferdinand Hodler que j'ai organisée, que j'ai faite moi-même, au musée d'Orsay. Et puis, donc, on vient de voir à travers ces quelques exemples, si vous voulez, de ces écoles de l'époque de la période de la deuxième moitié du XIXe siècle, des styles extrêmement variés. Le musée d'Orsay, c'est aussi le musée où on peut voir toutes les grandes tendances, n'est-ce pas, de la création artistique de cette époque-là. Par exemple, ici, le symbolisme que j'évoque avec ce tableau de Knopf, de Ferdinand Knopf, tableau qui date de 1898, intitulé L'Encens, et tableau qui vient d'être acheté par le musée d'Orsay. Donc c'est une nouvelle acquisition extrêmement importante d'un des grands artistes de l'époque, indispensable pour comprendre, n'est-ce pas, les courants qui se manifestent à la fin du XIXe siècle, et donc pour mettre justement tous ces courants en relation. Les courants, par exemple, eh bien, c'est notamment le réalisme qui est représenté au sommet, si vous voulez, ici avec, dans les collections du musée avec Jean-François Millet ou encore avec Courbet, dont vous pouvez voir aussi une grande exposition en ce moment au Grand Palais à Paris, qui a été organisée par le musée d'Orsay. Ce réalisme qui se développe ensuite, n'est-ce pas, qui se poursuit dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte si on veut comprendre justement ce qui va se faire ensuite dans la peinture hongroise, dans la peinture polonaise, dans la peinture russe, etc. Donc je l'évoque ici avec un tableau de Théodore Rousseau et un tableau de Bastien Lepage, ici à droite, ce réalisme qui prend différentes formes, qu'on peut regarder ici dans un tableau d'un peintre militaire très très important, un peu l'école, le modèle, si vous voulez, de tous les tableaux militaires qui ont été faits dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On l'a ici représenté avec ce peintre qui s'appelle Édouard de Taille, ou encore toutes ces scènes réalistes, n'est-ce pas, et très souvent avec un tout petit côté un peu populaire, un peu populiste, qui ensuite sont largement répandus dans le monde entier. On le voit illustré ici avec ce tableau de Marie Bashkirtsev, tableau qui date de 1884. Mais donc il y a aussi d'autres courants, comme celui de l'idéalisme, du classicisme en quelque sorte, qui se manifeste avec Ingres au début de la période, ou encore Amaury Duval. Vous avez un magnifique tableau ici qu'on pourrait déjà qualifier, qu'on peut qualifier aussi de pré-raphaélisme à la française, avec Amaury Duval, qui représente ici cette visitation. Pardon, cette salutation de l'ange, excusez-moi. Ce courant classiciste, si vous voulez, qui se poursuit avec Gérôme ou encore Cabanel, Gérôme à gauche, Cabanel à droite. Le tableau de Cabanel, qui date de 1863, étant en fait contemporain de l'Olympiade Manet, n'est-ce pas, que je vous ai montré pour commencer. Donc vous voyez un petit peu l'extraordinaire diversité des styles qui s'expriment à ce moment-là.
Et puis, donc, on voit, se poursuivant, si vous voulez, cet idéal classique qui part dans une direction, n'est-ce pas, qui est celle de Puvis de Chavannes, à gauche, hein, c'est une direction tellement importante et qui va profondément marquer, si vous voulez, tous les artistes qui vont être ses contemporains, ses successeurs, et puis ensuite donc tous les grands artistes du XXe siècle. Donc on voit comment à partir du classicisme, n'est-ce pas, et de Ingres et de quelques autres, on peut d'un côté, n'est-ce pas, arriver à Puvis de Chavannes, mais de l'autre, et donc les deux œuvres sont présentées au musée d'Orsay, aboutir à ce qu'on appelle l'art académique ou l'art pompier, n'est-ce pas, d'une façon un peu péjorative, avec notamment ce tableau de William Bouguereau, La naissance de Vénus, n'est-ce pas, qui est conservé, qui est présenté aussi également au musée. Et puis, donc, parallèlement, si vous voulez, on voit comment tout le genre réaliste et le goût pour l'histoire, qui a été tellement, tellement important à cette époque-là, donc donne des modèles comme ceux de Meissonnier, ici, qui montre un épisode des guerres napoléoniennes, qui ont laissé tant de souvenirs justement en Espagne. Un tableau ici qui date de 1864, ou encore à droite un tableau de Gérôme, entré d'ailleurs aussi récemment dans les collections du musée, la représentation d'un épisode fameux ayant trait à l'histoire de Louis XIV. Tous les grands artistes de la période impressionniste, enfin de l'école impressionniste, si vous voulez, sont évidemment représentés dans cette collection qui, vous le savez, est la plus importante du monde, n'est-ce pas, pour ce type de peinture, que ce soit Manet ou Degas, n'est-ce pas, avec le portrait de Berthe Morisot, Bouquet de violettes, ou encore ici l'orchestre de l'opéra, hein, que ce soit Basile ou Renoir. Hein, je crois que c'est toujours agréable de revoir des images comme celle-là qui sont tellement célèbres et qui ont effectivement fait le tour du monde et qui ont qualifié véritablement, n'est-ce pas, l'art français à cette époque-là, que ce soit Sisley ou encore Berthe Morisot, n'est-ce pas, Sisley à gauche et Berthe Morisot à droite. Et puis, donc, le musée d'Orsay, c'est évidemment aussi, hein, comme le Prado et le musée de Velázquez, le musée d'Orsay, c'est le musée de Cézanne, n'est-ce pas, avec une collection exceptionnelle de toutes les périodes de l'art de Cézanne, que j'évoque notamment ici avec le fameux pont de Massy qui date de 1879. Si on doit poursuivre justement cette présentation de la collection, eh bien, toutes les autres tendances qui se sont exprimées après l'impressionnisme sont évidemment représentées d'une façon magistrale, que ce soit Van Gogh, on le voit ici avec l'église d'Auvers, ou encore Gauguin avec un des tableaux les plus fameux de la période tahitienne. Et puis ensuite, donc, ce sont les mouvements tels que le néo-impressionnisme avec Seurat et Signac, ou encore Cross, ou par exemple, justement, n'est-ce pas, des artistes un peu moins connus comme Cuno Amier, un grand peintre suisse, qui a d'ailleurs été aussi marqué par Hodler, et qui a, comme beaucoup d'artistes de cette époque-là, a eu une période néo-impressionniste. Et bien entendu, je ne saurais oublier dans cette revue des grands artistes qui sont représentés dans la collection du musée d'Orsay la figure de Toulouse-Lautrec, hein, que j'évoque ici avec ce magnifique tableau de 1896. L'impressionnisme, justement, ce qui est intéressant, n'est-ce pas, dans la présentation du musée d'Orsay, l'impressionnisme n'exclut pas les autres tendances, celles qui, avant que le musée d'Orsay ne soit créé, n'étaient plus montrées en France. Tous ces tableaux avaient disparu, n'est-ce pas, des musées français et disparu des musées parisiens, des musées nationaux. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup, si vous voulez, sur justement l'extraordinaire diversité, hein, bien sûr, de l'art de cette époque, mais tel qu'il est présenté dans les collections du musée. Donc on peut vraiment tout comparer, n'est-ce pas, on peut tout mettre en rapport, hein, à l'intérieur des mêmes salles, des mêmes espaces, hein, que ce soit
par exemple ici Cormon, le fameux peintre qui a inventé les sujets préhistoriques, c'est quand même extraordinaire, ou les peintres de bataille tels que Alphonse de Neuville, dont je vous montre ici un tableau fait juste après la guerre de 1870, la guerre franco-prussienne de 1870. Les grands sujets historiques, n'est-ce pas, qui viennent après ou en même temps que l'impressionnisme sont illustrés aussi bien par Jean-Paul Laurens à gauche que par Henri Regnault. Henri Regnault qui, par exemple, va être un des premiers peintres à s'intéresser à ce qu'on appelle le goût espagnol, et on le voit, et les sujets exotiques, on le voit ici avec ce tableau qui a pour titre à droite « Exécution sans jugement sous les rois morts à Grenade ». C'est un tableau qui date de 1870. Et puis, donc, que ce soit dans la veine orientaliste ou au contraire dans la veine, si vous voulez, descriptive, avec des scènes de genre qui montrent des aspects de la vie quotidienne de façon extrêmement précise, très très réaliste. On voit à gauche un tableau de Léon Belly, à droite un très très célèbre tableau de Gervex montrant une scène dans un hôpital, une scène d'anatomie, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez, c'est la coexistence, n'est-ce pas, la cohabitation, le rapprochement de toutes ces tendances qui permet justement de bien voir que le XIXe siècle a été d'une richesse tout à fait extraordinaire. Et la fin de la période, si vous voulez, elle est aussi représentée d'une façon, je crois, vraiment remarquable, vraiment caractéristique, avec notamment donc, un ensemble d'œuvres de Puvis de Chavannes, dont ce très célèbre tableau « Le Rêve », qui est vraiment presque l'archétype, si vous voulez, de la peinture symboliste telle qu'elle va se développer par la suite, notamment également sous l'influence de Gustave Moreau ou encore un peu après de celle de Odilon Redon. On voit comment donc il y a une multiplicité, si vous voulez, de façons de représenter le réel et de traduire des sentiments, de traduire des émotions, n'est-ce pas, qui donc se manifestent à ce moment-là, que ce soit avec Carrière, ici à gauche, ou encore un grand peintre symboliste belge à droite qui s'appelle Léon Spiliart. Le symbolisme donc est aussi, bien entendu, est très bien représenté par des artistes comme Osbert ou encore Ménard, et puis un artiste vraiment tout à fait étonnant qui s'appelle Lévi Durmer, n'est-ce pas, qui s'est notamment consacré à l'art du pastel. L'art du pastel dont je vous annonce tout de suite, n'est-ce pas, qu'il sera présenté l'année prochaine, à cette période-ci, exactement dans un an, dans une grande exposition que je suis en train de préparer sur la collection de pastels du musée d'Orsay, une collection qui est la plus importante, là aussi du monde, pardon, c'est superlatif, sur la période. Alors, je me dépêche parce qu'il ne faut pas que je dépasse le temps. On voit donc comment on termine, si vous voulez, la période du symbolisme avec, par exemple, des grands chefs-d'œuvre comme ceux de la peinture anglaise et particulièrement de Edward Burne-Jones, avec ici un tableau qui a pour titre « La roue de la fortune », qui est d'ailleurs tout à fait étonnant, n'est-ce pas, c'est que ce tableau était dans une collection française. Il est un tableau qui a toujours été en France depuis la fin du XIXe siècle et qui a ensuite été, qui a rejoint les collections nationales après avoir été acquis donc, chez un collectionneur français. Et naturellement, donc, le post-impressionnisme, si vous voulez, et le mouvement artistique qui permet de faire la transition avec le début de l'art moderne est représenté d'une façon exemplaire, que ce soit avec le tableau manifeste de la nouvelle école, qui est le Talisman de Sérusier, qui date de 1888, tableau, vous le savez, qui a été fait directement sous la dictée de Gauguin à Pont-Aven, quand Sérusier est allé lui rendre visite, justement pour, en quelque sorte, recevoir son enseignement, n'est-ce pas, et que son travail soit lui-même corrigé par le maître, ou encore ici à droite avec Maurice Denis. On voit ici comment il y a eu à un certain moment une espèce d'accélération, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle dans l'art français, qui est vraiment tout à fait extraordinaire et qui a permis à quelqu'un comme Maurice Denis, par exemple, de styliser à ce point les formes et d'annoncer d'une façon absolument extraordinaire l'art du XXe siècle. On le voit aussi avec Bonnard à gauche ou encore Vuillard avec le très célèbre Oli, un tableau qui date de 1891, qui a d'ailleurs été très très influencé par les estampes japonaises.
Je termine avec Vallotton, ici, qui bien sûr est représenté par de très nombreux tableaux tout à fait importants dans les collections. Et puis donc, vous le savez, en réalité, le Douanier Rousseau n'est pas un artiste du XXe siècle, n'est-ce pas? C'est un artiste du XIXe siècle, c'est un artiste qui a commencé à exposer très très tôt, n'est-ce pas, qui voulait vraiment être reconnu en plus comme un peintre d'histoire, comme un peintre classique. Et on a du Douanier Rousseau, pas beaucoup d'œuvres d'ailleurs, n'est-ce pas, mais quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre, comme par exemple ici ce très célèbre tableau de la forêt enchantée qui date de 1907. La fin de la période donc, est illustrée par aussi bien Bonnat et Vuillard et magnifiquement annoncée, si vous voulez, par ce tableau de Matisse qui date de 1904, Luxe, calme et volupté, un tableau qui montre comment Matisse, à ses débuts, mais il est déjà en fait assez âgé à ce moment-là, n'est-ce pas, est encore marqué par le néo-impressionnisme. Donc c'est quelqu'un qui est dans la lignée, dans la postérité de Seurat et surtout de Signac. Matisse fait d'ailleurs ce tableau après être allé rendre visite à Signac, qui résidait à ce moment-là à Saint-Tropez. Et on voit d'ailleurs, en fait, c'est la baie de Saint-Tropez qui est représentée ici dans ce tableau. Donc c'est un sujet avec une composition, si vous voulez, avec une technique néo-impressionniste à la Signac. Et le sujet lui-même et la composition, n'est-ce pas, sont en fait directement inspirés par Puvis de Chavannes. Et c'est comme ça, si vous voulez, que Matisse va, j'allais dire, en même temps, tout de suite après, n'est-ce pas, passer au fauvisme. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Et donc je crois qu'on ne peut pas, si vous voulez, faire une meilleure transition entre l'ensemble de la période telle qu'elle est représentée au musée d'Orsay, n'est-ce pas, et avec donc la fin autour de 1905, et les collections du Musée national d'art moderne, si vous voulez, qui prennent la suite et qui montrent l'art, en fait, donc au début du XXe siècle, et avec le fauvisme et avec le cubisme. Je vous ai montré exclusivement pour l'instant des tableaux, n'est-ce pas, mais le musée d'Orsay, c'est aussi la sculpture de cette époque-là, qui est d'ailleurs extrêmement bien fournie, puisque la collection comporte plus de 2500 pièces de toutes les tendances, que ce soit par exemple qu'on peut appeler la sculpture à l'époque de Napoléon III, n'est-ce pas, que j'évoque ici à gauche avec une statue de Clessinger, ou encore ici à droite avec naturellement le fameux homme qui marche de Rodin. Le dessin constitue évidemment un ensemble, une part très importante, si vous voulez, des collections du musée. Plus de 50 000 feuilles sont conservées dans le cabinet de dessin du musée d'Orsay, et on y voit notamment donc chefs-d'œuvre de Millet, de Degas, comme celui que vous avez ici à droite représentant le portrait de Manet, un ensemble exceptionnel par exemple de feuilles exécutées par Seurat, comme celle que vous avez ici à droite. Ce qui est vraiment tout à fait extraordinaire aussi, n'est-ce pas, à Orsay, c'est qu'on peut y voir également de l'art appliqué. On peut y voir du mobilier, on peut y voir de l'orfèvrerie, on peut y voir de la vaisselle, on peut y voir des ensembles décoratifs provenant, si vous voulez, de maisons, avec des décors complets, comme celui, par exemple, de la salle à manger de Charpentier. Donc cet aspect, si vous voulez, de la collection concernant les arts appliqués, je l'évoque ici avec un bureau de Henri van de Velde, et puis à droite avec une porte à double battant de Hector Guimard. La collection, si vous voulez, qui concerne notamment le style 1900, c'est une des plus importantes du monde, et elle est présentée. Ce qui va faire aussi, et ce qui a fait l'originalité du musée d'Orsay, c'est que tout de suite, il s'est également spécialisé, il s'est attaché, si vous voulez, à constituer une collection de photographies. La collection de photographies, évidemment, j'allais dire qu'elle s'imposait d'une certaine manière, dans la mesure où
la photographie est née, si vous voulez, avec la période qui concerne le musée d'Orsay. La photographie est née en France, du côté de Chalon-sur-Saône. Elle a été inventée par un inventeur génial, n'est-ce pas, qui s'appelle Nicéphore Niepce, en 1836, et elle s'est développée ensuite très rapidement en France et en Angleterre, après dans le reste des pays européens, et puis après aux États-Unis. Et donc, il était tout à fait normal, si vous voulez, que l'on constituât à Orsay une collection et qu'on réussisse à montrer que la photographie, ça n'était pas, si vous voulez, une technique, ça n'était pas une pratique en quelque sorte documentaire, mais que tout de suite, n'est-ce pas, la photographie pouvait être considérée comme un art. Et je crois que c'est vraiment le musée d'Orsay, si vous voulez, par la constitution de cette collection, par les expositions qu'il a faites au fur et à mesure, n'est-ce pas, pour montrer l'importance et l'originalité, la qualité artistique, si vous voulez, de la photographie à cette époque-là, qui a permis de bien faire comprendre l'importance de ce phénomène. On le voit ici avec, par exemple, à gauche, l'un des plus grands pionniers, si vous voulez, de la photographie, qui est le photographe français Legray, Gustave Legray, avec une photographie qui date ici exactement du milieu du XIXe siècle, ou encore avec, ici à droite, cette photographie de Alfred Stieglitz, n'est-ce pas, l'un des plus importants créateurs du mouvement pictorialiste. Enfin, le musée d'Orsay, c'est aussi une collection dédiée à l'architecture, n'est-ce pas, l'architecture de la période, qui montre aussi bien des dessins, si vous voulez, d'architectes, qui sont des dessins d'exécution, des rendus, comme celui que vous avez ici à gauche, qui est un dessin de Victor Baltard, l'architecte qui avait construit d'ailleurs les halles de Paris qui ensuite ont été détruites. Ici, il s'agit de l'église Saint-Augustin de Paris, ou encore des dessins qui montrent des projets d'architecture utopique. Il s'agit à droite d'un architecte qui n'a jamais construit de sa vie, mais qui a constamment rêvé, si vous voulez, à ce qu'aurait pu être une espèce d'architecture idéale. C'est François Garras, et ce dessin date de 1901. Donc on voit comment la collection du musée d'Orsay, n'est-ce pas, en quelque sorte, représente, bien sûr, toute cette époque avec ces différentes tendances. On voit comment il s'agit, pour cette époque, d'une extraordinaire diversité. Quoi de commun, effectivement, sauf la peinture, entre ce tableau de Fantin-Latour, magnifique artiste du silence en quelque sorte, du recueillement, de la méditation, de l'introspection en quelque sorte, extraordinaire compositeur, si vous voulez, magnifique coloriste, grand dessinateur, et le tableau que vous avez à droite, n'est-ce pas, qui est d'un peintre français d'ailleurs tout à fait intéressant, spécialiste des sujets un peu exotiques, orientaux, qui s'appelle Le Comte du Nouï, n'est-ce pas, et qui montre ici des gardes-côtes gaulois en train de surveiller effectivement une mer un peu agitée, donc au bord de rochers. Donc il y a effectivement rien de commun, mais je crois que c'est ça qui fait l'intérêt de l'époque, n'est-ce pas, c'est cette extraordinaire diversité. On y voit tous les styles et au sommet, n'est-ce pas, qui sont représentés, que ce soit par exemple avec Rosa Bonheur, qui a joué un tellement grand rôle à cette époque-là, d'abord parce que c'est un grand peintre, mais aussi parce que c'était une des premières femmes peintre, n'est-ce pas, et qui a affirmé, si vous voulez, sa condition de femme en faisant de la peinture. Quoi de commun donc entre Rosa Bonheur qui fait ce tableau représentant un épisode, un labourage, si vous voulez, à cette époque-là, et puis d'autre part donc cette espèce d'extraordinaire aventure intellectuelle, n'est-ce pas, que poursuit Monet en représentant de cette façon-là, avec toutes les variations qu'il a cherché à exprimer, la cathédrale de Rouen. Donc on voit que l'un et l'autre, si vous voulez, à leur niveau, n'est-ce pas, eh bien, expriment véritablement quelque chose d'extraordinairement profond. Quoi de commun, enfin, si vous voulez, entre, d'un côté, Puvis de Chavannes, qui va nourrir toute la création artistique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et Monet, qui poursuit lui-même une aventure intellectuelle et artistique extraordinaire, mais qui, en fait, à son époque, n'aura aucune descendance. C'est Puvis de Chavannes qui va servir de modèle, n'est-ce pas, qui va être le véritable
introducteur à l'art du XXe siècle, et pas du tout Monet, pas du tout l'impressionnisme. Alors, donc je crois que c'est toutes ces leçons, si vous voulez, tous ces enseignements en quelque sorte que nous permet de tirer la collection qui est présentée au musée d'Orsay. C'est bien ça justement qui constitue le rôle des musées, n'est-ce pas? Les musées, comme vous le savez, ont un rôle éducatif fondamental. Ils ont aussi un rôle de présentation et pour permettre aussi la délectation, n'est-ce pas? Mais ils sont des institutions qui sont là pour faire connaître et pour faire apprendre les choses. Donc je crois qu'avec la façon dont tout cela est présenté au musée d'Orsay et rassemblé dans un seul édifice, un seul bâtiment, le musée d'Orsay, ce musée remplit parfaitement sa mission. Cette époque de la deuxième moitié du XIXe siècle, n'est-ce pas, j'ai essayé de vous montrer qu'elle était bien sûr très très diverse, que d'autre part tous les pays, effectivement à ce moment-là, s'exprimaient, tous les pays européens, occidentaux et les pays américains compris. Mais c'est quand même, comme vous le savez, n'est-ce pas, la peinture française, surtout, encore une fois, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui va servir de modèle, qui va servir d'inspiration pour tous les pays et pour toute l'époque. Et justement, donc, je voudrais saisir l'occasion de la présentation de la peinture du XIXe siècle espagnole, donc dans ce nouveau bâtiment du musée du Prado, pour réfléchir un petit peu avec vous, n'est-ce pas, sur justement les rapports que peut entretenir l'art français, qui sert d'exemple, qui sert de modèle, n'est-ce pas, et au reste des autres pays, n'est-ce pas, des autres artistes, et l'art espagnol tel qu'il est présenté actuellement dans les salles du Prado. Et oui, par exemple, si on prend les tableaux qui constituent d'ailleurs l'affiche de cette magnifique présentation qui est faite justement dans ce bâtiment-ci, et que j'ai naturellement d'autant plus apprécié que pour moi, cette présentation constitue une véritable découverte. Enfin, on peut voir maintenant les plus beaux exemples, n'est-ce pas, et les exemples les plus intéressants de la peinture espagnole du XIXe siècle. Eh bien, donc, si on peut se livrer à cet exercice de comparaison qui a toujours existé, on a toujours comparé, n'est-ce pas, les différents artistes les uns avec les autres, les différentes époques, les différents styles. On compare aussi la peinture avec la poésie, n'est-ce pas? C'est un exercice auquel on s'est livré dès l'Antiquité. On essaie de disserter, si vous voulez, sur les mérites respectifs entre la sculpture et la peinture, entre l'architecture et la musique. Il y a eu des textes extraordinaires qui ont été écrits là-dessus. Donc effectivement, on peut comparer l'architecture et la musique. Eh bien, donc on peut comparer naturellement, n'est-ce pas, les artistes soit de la même époque, soit donc d'époques différentes, et voir donc quels sont leurs rapports, quels sont leurs points communs, quelles sont aussi leurs différences. Et donc on le voit ici avec ce tableau de Federico de Madrazo qui date de 1853, un magnifique tableau présenté en ce moment donc ici dans les salles du Prado, avec ce portrait de la comtesse de Vilches. Naturellement, si vous voulez, le modèle en quelque sorte de Madrazo, et c'est tout à fait normal, c'est bien sûr la peinture française et ici notamment Ingres, que j'évoque ici avec le portrait de la princesse de Broglie, magnifique tableau qui est d'ailleurs conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. Donc on voit bien, n'est-ce pas, comment ici, dans la composition de part et d'autre, si vous voulez, dans le traitement des formes, dans la stylisation du personnage, dans le réalisme aussi, n'est-ce pas, qui est présent dans la figure, eh bien, on a des rapports, mais on voit aussi naturellement, y compris jusque dans le coloris d'ailleurs, on voit bien comment Madrazo, si vous voulez, s'est largement inspiré de la peinture française. Un autre exemple ici avec ce tableau de Valdivieso, pardonnez-moi ma prononciation, Domingo Valdivieso, qui date de 1864, donc tableau tout à fait intéressant,
mettons, du classicisme, si vous voulez, espagnol de cette époque-là, de cette volonté justement de stylisation, n'est-ce pas, dans la composition, avec un jeu sur les horizontales et les verticales très marqué, avec très peu de profondeur dans le tableau, eh bien, naturellement, on peut le comparer, si vous voulez, le mettre en rapport avec celui qui a été, après Ingres, n'est-ce pas, le grand théoricien, n'est-ce pas, et le grand artiste du néoclassicisme, en quelque sorte, dans les années 30, années 40, années 50, qui a fait des grandes décorations dans tous les bâtiments, tous les édifices religieux parisiens, qui est Hippolyte Flandrin. Je vous montre ici une descente de croix de Hippolyte Flandrin qui date de 1842, n'est-ce pas, et qui est vraiment une espèce d'aboutissement, si vous voulez, dans l'abstraction de cette tendance artistique. On voit donc les rapports, si vous voulez, qui existent entre Valdivieso et Flandrin. Toute la peinture historique, si vous voulez, avec des sujets comme ça, très souvent tirés de l'histoire, mais en même temps très anecdotiques, qui sont illustrés à ce moment-là. On le voit avec Lorenzo Vallès ici, avec la folie de la reine de Castille, un tableau qui est présenté en ce moment ici au Prado. On peut le mettre en rapport, si vous voulez, avec celui qui a été l'un des principaux artistes qui a créé justement après David et dans les années 30 ce genre de la peinture historique, c'est Paul Delaroche. Et je vous montre ici donc ce tableau de Paul Delaroche représentant l'exécution de Lady Jane Grey, tableau qui est conservé d'ailleurs à Londres à la National Gallery. Autre exemple avec ici cette peinture de Eduardo Rosales qui date de 1864. Il s'agit ici de la reine Isabelle la catholique sur son lit de mort en train de dicter son testament. Un grand tableau magnifique d'ailleurs qui est présenté aussi ici en ce moment. On voit les rapports, n'est-ce pas, que par exemple Rosales peut entretenir avec Alexandre Cabanel. Je vous montre ici la mort de Paolo et Francesca qui est conservée au musée d'Orsay, ou encore dans les scènes historiques à grand spectacle, tout ce qu'on peut dire, tout ce dont on dit qu'ils ont annoncé les films, les péplums, les films à grand spectacle de Hollywood, en particulier les cinémas de Cecil B. 2000. Bien, donc, vous en avez un exemple ici avec José Casado, la légende du moine roi, et donc je crois qu'on peut vraiment mettre cette peinture-là aussi en rapport, si vous voulez, par exemple avec celle de Jean-Paul Laurence. Je vous en montre ici un exemple avec l'excommunion de Robert le Pieux, un tableau qui date de 1875, qui est conservé aussi à Orsay. Que ce soit enfin dans le domaine du portrait, par exemple, je vous montre ici un magnifique portrait de Raimondo de Madrazo, qui est le portrait de Ramon de Errazzu, qui est un tableau qui date de 1879. On voit bien sûr les rapports évidents, n'est-ce pas, que Madrazo entretient dans son travail, dans la pose du personnage, dans la représentation, dans la façon dont le fond est peint, etc., avec notamment quelqu'un comme Fontalatour. Je vous montre ici le portrait de Manet par Fontalatour, tableau qui date de 1867 et qui est conservé au musée de Chicago. Je me dépêche parce que le temps va bientôt finir. On voit aussi, par exemple, les rapports, n'est-ce pas, que Mariano Fortuny entretient avec certains aspects de la peinture très très réaliste française, que, par exemple celle de Léon Bonnat, ou encore, si vous voulez, dans les sujets justement exotiques, inspirés par la mode espagnole, qui a été lancée par les Français, n'est-ce pas. On voit ensuite comment elle est reprise par les peintres espagnols. À droite, c'est un tableau évidemment de Manet, n'est-ce pas. C'est la très célèbre Lola de Valence, qui date de 1862. Donc tableau qui est fait par Manet, directement inspiré
inspiré par la peinture espagnole, par les coutumes espagnoles, par les décors espagnols, n'est-ce pas? Et en retour, on voit comment les Espagnols s'inspirent de la peinture française pour faire des sujets aussi hispanisants. Un autre exemple, c'est ici par exemple ce magnifique tableau de Ramon Casas, qui d'ailleurs n'est pas présenté, je crois, dans l'exposition ici du Prado. Ici un tableau de la fin du XIXe siècle, magnifique chef-d'œuvre de Casas, un tableau entièrement sur le blanc, avec une composition extraordinaire, complètement épurée, avec seulement donc ici quelques taches, la tête de la mère et le petit point, n'est-ce pas, qui représente la tête du bébé. Je crois vraiment un très très grand chef-d'œuvre de Sorolla. Ici, pardon, excusez-moi, c'est de Sorolla. Et à droite, un tableau de Manet, n'est-ce pas, Manet qui donc, encore une fois, très très marqué lui-même par la peinture espagnole, va faire aussi, comme Sorolla, un tableau sur le blanc. Madame Manet est représentée ici avec une robe blanche, elle est assise sur un canapé qui est recouvert d'un tissu blanc, elle est représentée devant un rideau qui est blanc, etc. Et donc, vous voyez les rapprochements, n'est-ce pas, les proximités qu'il y a donc à ce moment-là entre la peinture espagnole et la peinture française. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, si vous voulez, dans ce qui est présenté de la peinture espagnole en ce moment dans les salles du Prado, justement, c'est que, si vous voulez, cet art du XIXe siècle, n'est-ce pas, qui est fait en Espagne, pour moi, si vous voulez, c'est sûrement, bien sûr, de la peinture espagnole, mais en même temps, je crois que c'est vraiment de la peinture internationale. C'est-à-dire que c'est la peinture que font tous les artistes qui veulent être, et qui sont d'ailleurs modernes, si vous voulez, à ce moment-là, et qui, en fait, donc, ont un modèle ou des modèles, si vous voulez, qui sont notamment donnés par la peinture française. Donc, en réalité, si vous voulez, je crois, une petite réflexion que je me permets de faire ici en conclusion, entre le grand génie de la peinture espagnole, n'est-ce pas, qui est Goya, que j'évoque ici avec ce tableau très très célèbre que je n'ai pas besoin de vous présenter, et par exemple cet autre chef-d'œuvre tout à fait étonnant de Picasso, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a effectivement deux expressions, si vous voulez, de l'art espagnol, aux deux extrémités de la période, mais que au milieu, n'est-ce pas, pendant cette période, qui est celle, en gros, du musée d'Orsay, eh bien, on voit les artistes, si vous voulez, qui cherchent leur voie, qui essayent de trouver des modèles et qui, à partir de là, donc, vont faire une peinture tout à fait internationale, et non pas, à mon avis, une véritable peinture espagnole. Donc, cette peinture espagnole, il faudra attendre, si vous voulez, le début, en quelque sorte, du XXe siècle avec l'éclosion de Picasso, pour voir donc quelque chose qui va être de nouveau profondément original, n'est-ce pas, aussi important, aussi génial, si vous voulez, que ce qu'a représenté le Greco, bien évidemment, Velázquez, Murillo, Zurbarán, Goya, et j'en passe, naturellement, pour que la peinture espagnole, si vous voulez, revienne véritablement au premier plan, et elle le restera pendant toute la première moitié du XXe siècle grâce à Picasso et à quelques autres, dans lesquels, dans ces quelques autres, je mets naturellement Miro, Dali, et Juan Gris, etc. Ce qui est intéressant aussi, si vous voulez, c'est de voir que Picasso, à ses débuts, n'est-ce pas, comme vous le voyez ici dans ce très très important tableau du musée de Cleveland, qui date de 1903, c'est la fameuse allégorie de la vie, eh bien, Picasso va véritablement commencer, si vous voulez, lui-même, en regardant la peinture française, n'est-ce pas, et notamment Puvis de Chavannes. Je vous montre ici, donc, pour terminer, ce tableau intitulé « Le pauvre pêcheur », qui date de 1881 et qui, je crois, qu'il faut vraiment considérer, si vous voulez, comme le tableau manifeste, si vous voulez, de tout l'art du XXe siècle. Voilà, je vous remercie.